Bien, bonjour à tous, je m'appelle Damien Sanlaville, je suis généticien au CHU de Lyon et nous allons parler aujourd'hui de la médecine génomique et du séquençage haut débit. Cette présentation aura lieu en 4 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que le séquençage haut débit? Ensuite, nous demanderons à quoi sert le séquençage haut débit. Puis nous verrons les applications du séquençage haut débit. Et enfin, nous aborderons le plan France Médecine Génomique 2025. Pour débuter, quelques mots de définition. Le séquençage haut débit est appelé en anglais Next Generation Sequencing. Il y a plusieurs synonymes, séquençage de nouvelle génération ou encore séquençage massif à parallèle. L'ADN, qui constitue notre patrimoine génétique, est composé de 4 lettres. Ces lettres sont A pour adénine, T pour thymine, G pour guanine et C pour cytosine. Et lorsqu'on va lire notre code génétique, on va lire la succession des lettres, comme par exemple à droite sur l'image, la succession de A, T, G, C, T, A, etc. Nous lisons ici notre code génétique. Il y a différents moyens de lire son code génétique. Historiquement, ce code génétique était lu sur des blots, qui sont des membranes, puis sur des électrophorogrammes, comme vous pouvez le voir ici avec ces pics rouges, ces pics bleus, ces pics verts, qui permettent de reconnaître les différentes lettres qui composent notre code génétique. Ces dernières années, une technologie a été utilisée plus particulièrement en routine. Il s'agit de la technique dite Sanger, qui permet en une fois de séquencer, donc de lire, environ 500 bases. Donc nous pouvions lire une partie de notre patrimoine génétique, quelquefois jusqu'à 1000 bases, donc 1000 lettres de notre code génétique. Ainsi, pour lire la totalité d'un gène, nous étions obligés de lire le gène en plusieurs fragments, 500 bases, puis ensuite 500 bases, puis ensuite 500 bases, ce qui fait que pour les gènes qui sont d'une grande taille, ils pouvaient parfois attendre 2 ans avant d'avoir le résultat de ce fameux séquençage. Vous avez en bas de la diapositive un exemple d'une séquence codante de notre génome, avec l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Pour faire une métaphore, on pourrait dire qu'on va comparer notre génome à un livre. Une page moyenne d'un livre comporte 75 lettres sur 30 lignes, soit environ 2250 lettres. Un roman, quant à lui, compte en moyenne 250 000 à 300 000 lettres. Si l'on compare ce roman au code génétique, on peut voir que le code génétique compte quant à lui 3 milliards de bases. Et ces 3 milliards sont sur 2 brins, puisque la molécule d'ADN est composée de 2 brins. Si on fait le parallèle, lire notre code génétique équivaut à lire 10 000 romans, et si nous lisons un roman par jour, il faut 27 ans pour lire la totalité de notre code génétique. Vous voyez bien que la tâche est immense et impossible à réaliser si nous lisons les bases une à une. Les progrès technologiques ont permis l'avènement des séquenceurs dits à haut débit. Le principe est relativement simple. Au lieu de lire les pages du roman une à une, les pages du roman sont lues en parallèle. Typiquement, si nous sommes 300 dans une salle, au lieu que les 300 personnes lisent de façon séparée le roman, chaque personne lit une page de ce roman. Ce qui fait que le roman est lu environ en 1 minute au lieu d'être lu en 2-3 heures. C'est ce principe-là qui est utilisé et c'est pour cela qu'on parle de séquençage massif en parallèle. Des milliers de brins d'ADN sont séquencés en même temps. Et d'un point de vue technique, ces brins d'ADN sont appelés des rides. Alors, dans l'histoire du séquençage, il faut savoir que pour séquencer la première fois le génome humain, avec des techniques de type Sanger dont nous avons parlé précédemment, il a fallu 15 ans, avec les machines qui étaient disponibles à l'époque. Avec les nouvelles machines, que sont les séquenceurs à haut débit, il faut, en technique, moins d'1 semaine pour produire le même résultat, à savoir séquencer un génome. Et les progrès vont très vite, puisqu'avec les nouvelles générations de séquençage à haut débit, il est possible de séquencer 30 génomes en 1 semaine. On voit bien ici que les progrès technologiques ont été très importants, puisque nous sommes passés du séquençage du génome humain en 15 ans au séquençage du génome humain en 1 semaine et même 30 génomes humains en 1 semaine. Voici une visualisation des différents types de résultats que nous pouvons obtenir. À gauche avec la méthode Sanger, où nous voyons des pics,
et vous voyez en dessous de la lettre K un double pic qui montre qu'il y a une variation nucléotidique. Pour mémoire, nous recevons la moitié de notre information génétique de notre père et la moitié de l'information génétique de notre mère. Et bien sûr, une information génétique, nous avons reçu une lettre, ici un T, et sur l'autre information génétique, nous avons reçu une autre lettre, ici un G. Il y a donc une variation dans le code génétique. À droite de la diapositive, vous avez la même visualisation, mais sur des rides, ces fameuses séquences courtes qui sont séquencées dans le séquenceur à haut débit. Et là, chaque ride est séquencée de façon individuelle. Donc vous avez tout en haut du diaporama première ride avec la séquence attendue et en dessous la variation. Et globalement, sur les 25 rides qui ont été lues, vous avez 25 séquences qui correspondent à ce qui est attendu et 25 qui correspondent à la variation génétique identifiée chez l'individu. Juste deux points techniques importants dans le séquençage haut débit qui sont la notion de couverture et de profondeur. La profondeur est le nombre de fois où chaque base a été lue. Lorsqu'on dit que le séquençage haut débit a été réalisé avec une profondeur de 50x, cela veut dire que chaque base a été lue en moyenne 50 fois dans le séquenceur, ce qui permet d'avoir une bonne certitude de la base localisée dans cette région du génome. La deuxième notion est celle de couverture. La couverture, si elle est de 100%, cela correspond au fait que toutes les bases ont été lues pour ce que nous avons essayé de lire dans notre code génétique. Si la couverture est de 90%, cela veut dire que 10% de notre code génétique n'a pas pu être lu. Donc les notions de couverture et de profondeur sont très importantes en séquençage à haut débit. Bien entendu, cette technique, même si elle a révolutionné l'analyse de notre génome, a des limites. Ces limites sont liées à la nature du prélèvement. Il y a des prélèvements pour lesquels extraire l'ADN est plus difficile, par exemple dans des tissus. La notion de couverture, dont nous venons de voir un exemple. Le fait qu'il est impossible, dans l'état actuel des connaissances, de tout séquencer. Il y a des régions très difficiles à séquencer, même avec ces nouvelles technologies. Le fait qu'on ne peut pas tout détecter. Comme toute technique, il y a des faux positifs et des faux négatifs. De plus, je rappelle que tout n'est pas génétique en médecine. Enfin, deux points très importants qui sont des limites, ce sont celles de l'interprétation des données, puisque nous allons générer un nombre très important de données qu'il va falloir interpréter, et le coût qui reste encore important. Alors, à quoi sert le séquençage haut débit ? Bien, nous allons voir trois points. Tout d'abord, augmenter les chances de trouver une anomalie génétique, et cela plus rapidement. Vous l'avez vu, au lieu de lire le code génétique page après page, on peut lire l'ensemble en une fois. Séquencer plusieurs gènes pour plusieurs patients. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ces machines permettent non seulement de lire le livre en une fois, mais on peut lire en parallèle plusieurs patients, ce qui diminue les délais pour les patients et donc diminue l'errance diagnostique pour les maladies génétiques. Alors le jeu, une fois que les données sont générées, c'est de trouver la différence entre le code génétique de référence et ce qui a été identifié chez le patient comme étant son code génétique. Eh bien, vous avez à gauche la séquence de référence et à droite, vous avez la séquence du patient et vous voyez par exemple ici qu'il y a une lettre de différence où un T a été changé en A et vous voyez qu'il n'est pas très évident d'identifier cette variation. Ainsi, des programmes bioinformatiques ont été développés afin de nous aider à identifier ces variations. Il faut savoir que cette petite différence, parce que vous pouvez me dire, une différence d'une base sur les 3 milliards, ça ne devrait pas faire grand-chose. Bien, il faut savoir qu'une petite différence peut entraîner des anomalies durant le développement et avoir chez des enfants, comme ici, un visage un peu particulier et des malformations des extrémités, où vous voyez par exemple une duplication du gros orteil. Alors, quel est vraiment l'intérêt du séquençage à haut débit ? Comme on l'a dit précédemment, le Sanger permet de lire les séquences morceau par morceau, comme on le voit sur le haut de la diapositive. Cela prenait beaucoup de temps et peu de patients pouvaient être analysés en même temps. Avec le séquençage haut débit, NGS, ou séquençage massif en parallèle, MPS, toutes les régions codantes peuvent être lues en une fois, ou même il est possible de séquencer tout le génome en une seule manipulation. Alors, 3 types de possibilités diagnostiques
s'offre aux patients et aux cliniciens en pratique. Soit on va demander un séquençage ciblé sur une pathologie. Par exemple, des malformations des extrémités. On connaît, mettons, une cinquantaine de gènes responsables de malformations des mains ou des pieds et on va faire un panel de gènes. Nous allons étudier en une seule fois les 50 gènes connus pour être impliqués dans les malformations des mains et des pieds. Nous pouvons également réaliser ce que nous appelons un whole exome sequencing, c'est-à-dire séquencer en une seule fois l'ensemble des régions codantes, entre guillemets utiles, pour la fabrication, le développement de l'individu. Ou alors, carrément, séquencer l'ensemble de notre génome, c'est-à-dire toutes les bases de notre génome. Donc sur cette diapositive, on peut voir l'avancée technologique qu'il y a eu, tant en termes de performance dans le temps qu'en termes de coût. Pour le séquençage du génome humain, il a fallu plus de 13 ans et 3 milliards de dollars pour arriver à la première séquence du génome humain. 4 ans plus tard, le génome de James Watson, un co-découvreur de la double hélice d'ADN, a été séquencé en 2 mois pour 2 millions de dollars. En 2013, il fallait environ 3 000 à 5 000 dollars pour séquencer un génome en 15 jours. Sur cette échelle, la prédiction était un peu optimiste puisqu'en 2017, il faut encore environ 2 000 à 2 500 euros pour séquencer un génome en moins d'une semaine. La perspective à terme, en 2025, est le séquençage du génome d'un individu en 1 heure pour 100 dollars et très probablement que cette prédiction sera tenue. Un autre moyen d'avoir cette représentation concernant l'évolution du séquençage du génome, vous avez sur cette illustration en bas les années en abscisse et en ordonnée le coût du séquençage. Et on voit très bien qu'en 2006, on a séquencé très peu de génomes parce que les coûts étaient extrêmement importants et qu'à partir de 2008-2009, le nombre de génomes séquencés chez des êtres humains n'a cessé d'augmenter et parallèlement, les coûts de ce séquençage n'ont cessé d'être réduits. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre génome en fait est très variable. Vous devez l'imaginer, entre nous, nous avons tous des différences de taille, de poids, de couleur des cheveux, des yeux, etc. Et une grande partie de ces différences sont liées à des variations génétiques. On parle de variants génétiques. Il y en a plusieurs millions qui sont décrits dans notre génome. Et certains pensent que si nous les ajoutions les unes derrière les autres, toutes les 17 bases, donc toutes les 17 lettres de notre code, il peut avoir potentiellement une variation. Cette variation peut être d'une seule lettre, une base, ou de plusieurs milliers de bases. C'est ce qu'on appelle des mégabases. Alors, il y a essentiellement 3 types de variations dans notre génome. Le premier type de variation s'appelle le SNV, variation d'une seule base. Comme vous pouvez le voir à gauche de la diapositive, vous avez ici un C en bleu qui a été changé sur l'autre allèle en A. Donc la séquence de référence était ATA-CTC et le patient a ATA-ATC. On nomme cela un single nucleotide variant pour variant nucléotidique unique. Le deuxième type de variation s'appelle CNV pour copy number variation. C'est une variation du nombre de copies. Vous avez sur la gauche du schéma un profil de puce à ADN qui va rechercher si l'individu a des régions de son génome en plus ou en moins. Vous avez ici sur la gauche en vert une perte de 5 mégabases du génome, soit 5 millions de lettres de notre génome qui a été perdue. Et vous avez en dessous, en rouge, un gain d'environ 20 mégabases, 20 millions de bases de notre génome qui ont été gagnées. Il y a donc une variation du nombre de copies. Cet individu n'a pas 2 copies, comme tous les individus, mais pour une partie de son génome, elle n'a qu'une copie, et pour une autre partie de son génome, elle a 3 copies. Une variation du nombre de copies. Dans ces variations structurales, il y a également les variations équilibrées du génome. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de perte ou de gain de matériel génomique. Tout est présent, mais la construction, l'architecture du génome est différente. Vous avez ici un cas de translocation. Une translocation, ça veut dire un échange entre 2 chromosomes. Vous avez un chromosome 5 normal et juste à côté, vous avez un chromosome 5 auquel s'est collé une partie d'un chromosome 10. Et de l'autre côté, vous avez un chromosome 10 normal et un petit chromosome 10, puisque la grande partie de ce chromosome 10 est venue se positionner sur le bas du chromosome 5. Il y a donc un échange équilibré entre 2 chromosomes. On appelle ça une variation structurale du génome équilibrée. Ça, c'est la première classification. Ensuite, une fois qu'on voit ces variations,
il faut savoir si elles sont responsables d'une pathologie ou pas. Donc pour chaque variation qui aura été identifiée dans le génome, il faut conclure est-ce que cette variation est pathogène, c'est-à-dire responsable des problèmes du patient, est-ce qu'elle est bénigne, c'est-à-dire qu'elle est retrouvée chez de nombreux individus qui n'ont pas de problèmes médicaux, ou alors c'est une variation dont on ne connaît pas la signification clinique. On appelle ça un VU ou un VUS pour variation de signification clinique inconnue dans l'état actuel des connaissances. Mais également, il est possible d'identifier des variations de notre génome qui vont nous prédisposer à des maladies ou alors qui vont être responsables potentiellement d'une anomalie dans notre descendance. Par exemple, un diagnostic d'hétérozygosie pour les maladies récessives ou alors un diagnostic de conductrice pour des maladies liées au chromosome X. Donc vous aurez compris que le problème actuellement n'est plus la production des données. Techniquement, il est possible de séquencer un génome pour un coût raisonnable et qui va encore diminuer. Le problème est que la masse d'informations produites est considérable et qu'il va falloir rechercher toute cette petite variation entre le génome de l'individu et le génome de référence. Vous voyez ici une séquence et la question est de dire où sont les différences par rapport au génome de référence. Grâce aux bioinformaticiens, nous pouvons détecter un certain nombre de différences qui sont ici au nombre de 8. Pour ces 8 variations, la question se pose, est-ce qu'elles sont à l'origine des problèmes de l'individu ou pas? Eh bien, après une interprétation médicale de ces variations, on peut conclure en vert que ces variations sont bénignes, en bleu qu'elles sont de signification clinique inconnue et en jaune qu'elles sont responsables de la pathologie. Il ne s'agit ici que d'un exemple, mais c'est pour montrer le principe d'interprétation médicale de chaque variant. Nous avons donc affaire à une évolution des stratégies en pratique clinique. Avant l'arrivée du séquençage à haut débit, le médecin devait faire une hypothèse diagnostique pour orienter le biologiste afin qu'il puisse étudier un gène, et un seul. Il faisait l'hypothèse d'un syndrome génétique pour lequel le gène était connu, et au laboratoire, on regardait ce gène afin de trouver une variation. C'est l'approche phenotype first. On regarde la clinique en premier. Avec l'arrivée du séquençage à haut débit, comme il est possible de séquencer l'ensemble du génome ou des séquences codantes du génome en une fois, on peut arriver à une stratégie dite génotype first, c'est-à-dire on séquence d'abord, on recherche les variations et ensuite on revient à la clinique pour voir si le phénotype peut être expliqué par la variation identifiée. Cela nécessite la mise au point de RCP, des réunions de concertation multidisciplinaires clinico-biologiques, afin de conclure sur le caractère pathogène ou non de la variation. Cela nécessite également de réanalyser régulièrement les données, puisque les connaissances en génétique augmentent très rapidement. Alors maintenant que nous avons vu le principe technique du séquençage à haut débit et à quoi cela pouvait servir, voyons quelles sont les applications actuelles. Une des applications les plus connues est le dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21, qu'on devrait appeler, depuis les recommandations de la Haute Autorité de Santé, test sur ADN libre circulant dans le sang maternel. Il faut en effet savoir que durant la grossesse, de l'ADN du fœtus va circuler dans le sang de la maman. On appelle ça l'ADN fœtal libre circulant. Ainsi, par une simple prise de sang, il est possible d'extraire l'ADN non seulement de la mère, mais également du fœtus, et rechercher s'il y a potentiellement une trisomie 21. Le gros avantage de ce dépistage, c'est qu'elle n'entraîne pas un geste très invasif, puisqu'il s'agit d'une simple prise de sang, et qu'il n'y a aucun risque pour le bébé. Une autre application possible est un dépistage précoce des cancers, toujours sur le même principe, qui est que le cancer, les cellules cancéreuses vont se retrouver dans la circulation du malade et il serait possible de rechercher et d'identifier des anomalies du génome qui signeraient la présence d'un cancer chez l'individu. Enfin, la possibilité d'étudier en une seule fois de nombreux gènes permet de faire plus de diagnostics pour des maladies rares. Un petit point technique sur le dépistage prénatal non invasif de la trisomie 21, puisque c'est un test qui a été beaucoup médiatisé. Le principe général est de dire que nous avons dans la circulation maternelle, en noir de l'ADN de la mère et en rouge de l'ADN du bébé.
Nous allons séquencer l'ensemble, à la fois l'ADN maternel et fœtal. Et nous allons rechercher, après différents processus bioinformatiques, une surreprésentation de séquences du chromosome 21 chez cette femme. S'il y a plus de représentation du chromosome 21, donc plus de rides du 21, c'est qu'a priori, le fœtus est porteur d'une trisomie 21. On fait ce qu'on appelle un comptage chromosomique. Vous avez ici une représentation de ce comptage chromosomique et je vous demande de vous concentrer sur le chromosome 21 où vous voyez que la courbe rouge est très augmentée par rapport aux autres courbes des autres chromosomes, signant la présence très probable d'une trisomie 21. Il s'agit d'un test de dépistage et non un test de diagnostic, mais lorsque nous mettons en évidence ce type de profil chez une femme enceinte, le risque que le fœtus soit porteur de trisomie 21 est d'environ 99%. Comme vous le voyez, il est possible de voir des anomalies sur d'autres chromosomes. Et vous avez ici une étude qui montre que dans le cadre d'un dépistage de la trisomie 21, a été identifié des anomalies sur le chromosome 6, 7, 11 et 13, ce qui n'est pas du tout habituel. Et pour mémoire, il y a également l'ADN de la mère dans l'étude que nous réalisons. Eh bien, les auteurs ont pensé que la mère avait un cancer. Et sur l'ensemble des tests qu'ils ont réalisés, dans 3 cas, ils ont suspecté la possibilité d'un cancer chez la mère. Et effectivement, cette femme-là avait un cancer ovarien, la deuxième femme avait un lymphome et la troisième femme avait une maladie de Hodgkin. Donc sur 4000 analyses faites pour rechercher une trisomie 21 chez un fœtus, dans 3 cas, il a été identifié de façon précoce un cancer chez la mère. Un autre point très important est d'essayer d'arriver à une médecine de précision ou médecine personnalisée, en proposant le traitement le mieux adapté à la personne. Des progrès très importants sont actuellement faits en cancérologie, où la caractérisation génomique de la tumeur, c'est-à-dire l'étude du code génétique de la tumeur, va permettre d'orienter le traitement. Par exemple, s'il y a une anomalie du gène R2, HER2, il est possible d'utiliser une molécule particulière chez ces femmes qui ont un cancer du sein et qui a montré une efficacité bien supérieure en termes de survie. De même, récemment ont été mis en évidence des traitements qui sont appelés des inhibiteurs de PARP et qui ont une indication dans le cancer de l'ovaire si la femme a une mutation dans le gène BRCA1 ou BRCA2. Et l'INCA, l'Institut national de cancérologie, a proposé un parcours des patients en génétique oncologique pour le traitement du cancer de l'ovaire avec les inhibiteurs de PARP. Très brièvement, lorsqu'on fait un diagnostic de cancer de l'ovaire, on peut proposer différents traitements. Traitement chirurgical, chimiothérapie, radiothérapie, mais parfois ces traitements ne suffisent pas. Et si on identifie une mutation dans un gène BRCA, on peut proposer ces fameux anti-PARP, en particulier l'olaparib, qui permet d'avoir une meilleure efficacité chez les patients. On vient donc de faire de la médecine personnalisée en adaptant le traitement aux caractéristiques génétiques de la tumeur. Enfin, j'aimerais évoquer le plan France Médecine Génomique 2025. Il s'agit d'un plan qui a été demandé par le Premier ministre Manuel Valls en 2015 au président d'Avicen, le professeur Yves Lévy, afin de doter la France de capacités de génomique permettant de prendre en charge les patients. Le contexte international est le suivant. Les États-Unis, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, mais aussi des pays comme l'Estonie et la Slovénie, ont vu les enjeux de la génétique en médecine et ont décidé de mettre en place des plans pour augmenter les moyens de séquençage et permettre aux patients de profiter de la médecine dite des 4P, c'est-à-dire la médecine prédictive, préventive, personnalisée et participative. Ce plan France Médecine Génomique a 4 enjeux. Un enjeu de santé publique. Organiser un parcours de soins pour les malades. Un enjeu technologique. Nous l'avons vu, nous sommes capables de séquencer l'exome ou le génome, mais concernant le traitement des données, il y a encore des enjeux technologiques à franchir. Puissance de calcul, stockage, partage des informations. Le troisième enjeu est clinique. Arriver à développer de nouvelles filières industrielles dans le cadre du soin. Et enfin, un enjeu scientifique, aller de la séquence à la thérapeutique, non seulement pour le cancer, mais également pour d'autres maladies. Ce plan a 3 objectifs.
Le premier est de positionner la France dans la médecine personnalisée, c'est-à-dire comme l'ont fait l'Angleterre, les États-Unis ou d'autres pays. Deuxièmement, intégrer la médecine génomique dans le parcours de soins. La génomique va devenir incontournable dans la prise en charge médicale du patient et il est prévu en 2020, dans le cadre de ce plan, l'étude de 235 000 génomes toutes les années. Enfin, l'idée est de faire une filière nationale de médecine génomique qui soit innovante et qui permette une valorisation industrielle des nouveaux développements. 3 champs d'application sont prévus dans ce plan. Les maladies rares, vous avez ici une enfant trisomique 21, mais plus globalement des patients qui ont une déficience intellectuelle ou des malformations, les cancers et des maladies communes, comme par exemple le diabète. Ce plan a été doté de 670 millions d'euros sur une période de 10 ans, avec la création, à terme, de 12 plateformes de séquençage à haut débit au niveau national. La mise en place d'un centre national de calcul intensif, nommé le CAD pour collecteur-analyseur de données, qui permettra d'exploiter et traiter les données qui seront générées sur les plateformes de séquençage à haut débit. Et enfin, intégrer ces données dans le dossier électronique médical du patient afin que cela puisse lui servir dans le cadre de son parcours médical. Ainsi, pour résumer, en un peu plus de 50 ans, de très nombreux progrès ont été réalisés en génomique, où nous sommes passés du karyotype, que l'on voit en haut à droite, avec ces bâtons qui sont les chromosomes, au séquençage haut débit, qui permettent d'avoir une information sur l'ensemble de notre génome. Vous l'aurez compris, le problème est l'interprétation de ces données. La perspective est que dans les années à venir, peut-être un seul examen sera prescrit pour étudier les variations de notre génome, à savoir le whole genome sequencing, c'est-à-dire un séquençage de l'ensemble de notre génome. Sur ce génome, si les outils bioinformatiques se développent correctement, nous pourrons, sur cette expérience, identifier les 3 types de variations dont nous avons parlé, c'est-à-dire les SNV, les variations nucléotidiques, qui sont représentées sur le schéma de gauche par les gènes dans les rectangles, où il y a une variation qui a été identifiée, les CNV, les variations de copie, des régions du génome en plus ou en moins, qui sont représentées à l'intérieur par les petites barres hachurées noires quand il n'y a pas de variation, rouge quand on a gagné une région du génome, et bleu quand on a perdu une région du génome. Et enfin, les fameuses variations équilibrées, représentées ici par les traits, qui montrent qu'il y a un échange, par exemple, entre un chromosome 14 et un chromosome 4. C'est l'ambition du plan France Médecine Génomique, et probablement que d'ici 5 à 10 ans, ces pratiques seront en routine diagnostique. Je vous remercie pour votre attention.